Passion MLB, le podcast, épisode numéro 95, mais surtout, premier épisode de l'année 2026. Bonjour à tout le monde, Charles-Alexis Brisebois à l'animation, avec à mes côtés le valeureux Sébastien Berroir. Sébastien qui a la même casquette que l'an passé, avec le même club que l'an passé. Bonjour Sébastien. Salut! Ouais, il n'y a pas, tu sais, on s'est quitté pendant quelques semaines. Puis ça n'a rien changé vraiment au final pour les Yankees. Là. On amorce la saison avec le même club. Peut-être à l'exception de Garrett Cole qui va arriver à un moment ou à un autre. Là. Ça va faire quand même une différence. Mais sinon, c'est très, très semblable. Fait que là, Sébastien, pourquoi on n'a pas fait de podcast pendant 2 mois? C'est-tu parce que tu mailles? Ben, c'est ça que j'allais dire. C'est le fun de revenir, c'est le fun d'avoir du baseball, mais là, ça vient aussi avec le fait que pour les 8-9 prochains mois, je suis obligé de te jaser à chaque semaine. Ouais. Ça, c'est moins le fun un peu. Là. Ouais, on en a jusqu'à Noël prochain, je pense. C'est lourd, mais c'est le prix à payer. C'est ça que je me dis. C'est ça. On a quelques commentaires, là, Matt, Jean-Daniel, qui sont contents que le podcast soit de retour. Donc, merci à vous aussi d'être de retour, évidemment, pour cette troisième année du podcast de Passion MLB. Évidemment, encore une fois, on a le format en live cette année. On aime ça justement avoir votre interaction. Et puis, on va en avoir besoin particulièrement aujourd'hui parce que c'est on est rouillé un peu, Sébastien. On ne sait plus par où commencer. Fait on a besoin que les auditeurs nous guident de leur sage lumière et qu'ils nous enlignent vers exactement ce et quoi ils veulent parler parce que 2 mois à couvrir, évidemment, on ne reviendra pas juste avec « Bonjour, il s'est passé ceci le 8 janvier » parce qu'on est quand même rendu à la fin du mois de février. Donc, on va essayer de trouver une espèce de juste milieu de quoi on va parler. Donc, plus que jamais, là, si vous avez des questions en tête, soit par rapport à ce qui s'est passé durant la saison morte, au début du camp d'entraînement, ce qui s'en vient dans la prochaine saison, on est là pour y répondre cette semaine et on sera là à toutes les semaines comme à l'habitude. En attendant, Sébastien, continuons notre bonne habitude de début de podcast et allons-y avec les Blue Jays. OK, Blue Jays, let's play ball. OK, Sébastien, il faut qu'on commence avec ça parce que c'est assez frais. Alec Manoah. Je savais exactement où tu t'en allais. Écoute, a donné une entrevue hier, plutôt cette semaine, à un média de The Athletic. Et puis là, il parle un petit peu de son nouveau défi avec les anges de nos campagnes, comme tu aimes si bien écrire dans tes articles. Oui. Parce qu'il est rendu avec les Angels, pour ceux qui l'avaient oublié, un contrat d'1 an. Il y a une place à gagner, évidemment, parce que dans les dernières années, ça n'a pas été facile. Malgré tout, le bon Alec, qui disait que la pression n'était bonne que pour les voitures ainsi que leurs pneus, a décidé de dire qu'il était une grosse partie du processus dans le parcours en série en 2025. Moi, je te dirais ça. Les Blue Jays se sont rendus en série mondiale. Il n'a pas lancé une game cette année-là. Ça remettait d'un Tommy John. Quand il est venu le temps de le ramener dans les majeurs, parce qu'ils ont décidé d'étendre son séjour dans les mineurs plus. Et là, quand il est venu le temps de prendre une décision, ils ont fait, tu sais quoi, va-t'en. On l'a envoyé dans l'organisation des Braves. C'est là qu'il a passé les séries. Évidemment, il n'a pas lancé. Les Braves lui ont dit bye-bye. Il a signé avec les Angels. Et malgré tout, on dit que c'est une grosse partie du processus pour le parcours en 2025, alors qu'il était dans l'organisation des Braves. Moi, je te dirais bien ça, de que c'est. Ce que tu ne comprends pas, Charles, c'est que la grosse portion de ce processus-là, c'est le fait qu'elle ait quitté. C'est en quittant, elle a ouvert la porte aux Blue Jays. Une fameuse addition par soustraction. Exactement, c'est ça. C'est le sous-entendu. Il ne voulait pas le dire directement, mais c'est le sous-entendu. Non, je ne sais pas d'où ça sort, ça. Je ne sais pas. Je sais pas dans quel monde ce gars-là peut penser qu'il y ait eu le moindre petit impact dans ce parcours exceptionnel que les Jays ont eu. La seule chose qu'il va dire probablement, c'est que ce processus-là avait été entamé il y a quelques années, puis c'était seulement le résultat final, la conclusion. Mais il n'y a rien à voir avec ce que les Jays ont fait l'an dernier. Ça leur appartient totalement. Puis Alec Manoah a 0, comme dans Ouellet, % d'impact dans ce qui s'est passé. Ce qui est fascinant, c'est que la dernière fois qu'il a été bon, c'était en 2022. Et quand je dis en 2022,
Comment? Qui a déjà été bon, je m'en rappelle pas. C'est ça fait longtemps. Écoute, la dernière fois qu'il était bon, c'était en 2022. Et quand je dis 2022, je veux dire septembre 2022, parce que son départ en série n'avait pas été fameux. Là, on est rendu en 2026. Ça fait quand même un petit bout, tu sais, qu'Alek Manoah, ça faisait plus traîner qu'autre chose. Tu sais, rappelle-toi, en 2023, dans le fond, l'année où est-ce qu'il avait lancé au complet, mais qu'il n'avait pas été super bon. Non seulement le club l'avait mis un peu sur les lignes de côté, on l'avait envoyé dans les mineurs, même si on n'avait pas 5 partants, puis les gars lançaient aux 4 jours, aux 5 jours pour essayer de remplacer sa production. Puis là, ben, quand il était revenu après ça, il avait dit non, moi, je ne suis pas d'accord que vous m'ayez renvoyé dans les mineurs, fait que je décide que j'ai mal au bras puis que je vais recevoir une injection. Ah, c'est dommage, je ne peux plus lancer puis je ne suis plus disponible pour la course aux séries. C'est ça, sa grosse partie du travail 2 ans plus tard. Oui, mais c'est ça, c'est qu'il a été bon 2 semaines dans sa carrière. Puis c'est là que tout a parti. L'étincelle est partie de ces deux semaines-là où il était bon. Puis là, les Blue Jays ont pu construire cette formation-là qui s'est rendue jusqu'à la Série mondiale. Je pense que c'est ça. Mais non, mais ceci explique cela. Là. Pourquoi Alek Manoah n'a pas de succès dans le baseball majeur? Oui, on peut parler des blessures. C'est vrai, ça en fait partie. Mais cette attitude-là fait en sorte que le plein potentiel de ce gars-là, puis on va le dire, là, il y avait du potentiel. Il y a du talent, Alek Manoah, mais il n'y a absolument rien au deuxième étage. C'est vide comme un entrepôt. Puis c'est ça qui fait que Alek Manoah, présentement, ne connaît pas de succès dans le baseball majeur et n'en connaîtra probablement jamais. Si on reste dans le thème de la rotation des Blue Jays, évidemment, Dylan Cease qui s'est ajouté. Félicitations. Kevin Gausman qui est encore là, peut-être pour la dernière année parce qu'il contemple la retraite après la saison 2026. Félicitations. Bon top 2 qui ferait envier, pas le meilleur top 2 de la Ligue, mais très certainement pas le pire. Il y en a beaucoup qui le prendraient. Derrière eux, tu as un Trey Savage que les Blue Jays essayent de ménager un peu. Et avec la profondeur qu'il y a en ce moment, je ne pense pas que c'est une vilaine stratégie, considérant le fait que c'est un jeune lanceur et que tu ne veux pas lui donner 200 manches dans la saison, plus 6 départs au printemps, plus idéalement un 4-5 autres départs en séries éliminatoires. Donc, pas de vilaine stratégie de la part des Jableux. Tu as Cody Ponce qui revient de l'Asie, qui va avoir sa place dans la rotation aussi. Tu as Shane Bieber qui est sur les lignes de côté. Tu as José Berrios qui revient et qui se sent en santé. Tu as Eric Lauer qui est là et qui dit ouvertement « Bonjour, je suis insatisfait de mon rôle, mais je vais être un joueur d'équipe, puis c'est à cause de vous si j'ai perdu en arbitrage parce que vous m'avez tassé dans l'enclos. » C'est pas un vilain groupe de lanceurs partants, c'est un des bons groupes de lanceurs partants du baseball. Là, c'est peut-être pas les Dodgers, c'est peut-être pas les Mariners, mais c'est quand même quelque chose qui est très, très, très enviable. Comment tu évalues ce groupe de lanceurs-là partant chez les Blue Jays présentement? Bien, en partant, si on compare avec l'an dernier, on est plus solide à cette position-là. Ouais. On a plus de profondeur. Notre one-two punch est meilleur. Déjà, on donne le ton avec un Cease, avec un Gausman. On enlève la pression à Gausman également. Je pense que ça va paraître, ça aussi. Donc, on a plus de pièces avec lesquelles on peut jouer. John Schneider a quand même la main pleine en ce moment. On le sait, il va probablement avoir des blessures, mais cette profondeur-là fait justement que les blessures vont nous faire moins mal qu'ils nous l'ont fait par le passé. Puis tu parlais d'Eric Lauer tantôt. On peut-tu en parler de cette situation-là? Est-ce qu'Eric Lauer a fait quelque chose à un membre de la direction pour qu'en plein milieu de saison l'an dernier, alors que on s'en rappellera, là, c'était le meilleur lanceur des Blue Jays l'an dernier, là, en première moitié de saison. C'est lui qui a maintenu cette équipe-là à flot du côté de la rotation. Et du jour au lendemain, on le tasse complètement. Cette année ne semble toujours pas dans les plans. Je ne comprends pas vraiment cette stratégie-là du côté des Jays. Je pense qu'il est capable de donner beaucoup de manches. Oui, ce n'est pas le gars le plus spectaculaire, mais il a été efficace. Il a sauvé un peu la saison des Jays l'an dernier. Puis on ne lui accorde aucune importance en ce moment, et ce depuis la moitié de l'an dernier. Tu sais, l'an passé, on l'a tassé parce que, bon, entre autres, c'était le retour de Shane Bieber, ben, du moins l'arrivée de Shane Bieber après son acquisition, s'il se remettait de son Tommy John et tout. Il a écopé parce que c'est pas un gros nom, on va se le dire, là, parce que dès le départ, c'est José Berrios qui peut-être aurait dû aller dans l'enclos plus rapidement, mais aurait dû prendre le chemin de la liste des blessés. Il l'a dit lui-même, il a passé la saison à lancer en étant blessé. Je ne veux pas l'utiliser comme une excuse, mais on s'entend que ça l'excuse par la force des choses. Il a trouvé une façon de ramener un petit peu le discours de son côté en parlant de cette blessure-là, ce qui est bien correct aussi.
Mais c'est ça. Je trouve que c'est une bonne rotation, meilleure que l'an passé. Et même si on va essayer de ménager ses manches, Trey et Savage, depuis le début de l'année, c'est un avantage. Je ne pense pas que ça va être toujours aussi facile parce que là, les clubs vont l'attendre avec une brique et un fanal. Il n'aura pas, Sébastien, l'effet de surprise qu'il y avait l'an passé en fin de saison. Ceci étant dit, tu me dirais, ce gars-là va aller gagner le titre de recrue de l'année, ben, je te crois bien. Certainement, puis ça va être la clé. Ça peut faire, les performances de Trey et Savage peuvent faire basculer la saison des Jays. Je ne dis pas que tout repose sur ses épaules, mais si Savage connaît une excellente saison, les Jays vont être dans le top du baseball majeur, vont être dans le haut du classement, vont aller en séries éliminatoires et tout. Si c'est plus difficile à ce niveau-là, là, on va tester la profondeur de cette rotation partante-là. Puis, tu sais, c'est sûr que ça va être une longue saison, que ce ne sera pas nécessairement aussi facile que le mois de septembre qui a lancé les séries éliminatoires. Tu as parlé de l'effet de surprise, c'est vrai aussi. Là, il va y avoir de la fatigue qui va s'installer, on va le ménager. Fait qu'il va naviguer à travers tout ça, puis c'est un peu par Trey et Savage que les Jays vont passer. Un groupe de releveurs qui peut ressembler à ce qu'on avait l'an passé, plus ou moins quelques différences. Jeff Hoffman qui est encore l'homme de confiance des Blue Jays. Donc, au total, pour moi, c'est un meilleur corps de lanceurs parce que les lanceurs partants se sont drôlement améliorés. Je considère, Sébastien, que les Blue Jays ont une meilleure équipe qu'en 2025. Ceci étant dit, je considère qu'offensivement, c'est plus difficile. Louis qui nous demande ici, la perte de Bo Bichette, est-ce que ça va faire mal aux Jays? La réponse est oui. Puis c'est sûr que si Kazuma Okamoto se lève comme il a le potentiel d'en faire, ça va aider. C'est sûr que si Jesus Sanchez est capable de frapper, d'être un spécialiste, ça va aider. Mais tu as quand même enlevé Bo Bichette. Il n'y a pas eu 42 millions de dollars par charité chrétienne. Il l'a eu parce que, Papa Cohen était fâché d'avoir perdu Tucker, mais il l'a eu parce que c'est un bon choix. Parce que c'est un excellent frappeur. C'est un des meilleurs frappeurs du baseball majeur, frappeur de contact qui se rend sur les sentiers, très difficile à retirer sur 3 prises. Donc, oui, ça va faire mal. Je ne sais pas encore si les Jays ont une meilleure formation que l'an dernier, une moins bonne. Si on y va assez rough, c'est l'addition de Dylan Cease, la perte de Bo Bichette. Oui, il y a d'autres éléments que tu as mentionnés avec Okamoto, avec Sanchez, mais les deux grosses têtes d'affiche, c'est ces noms-là. Est-ce que l'addition de Cease dans la rotation partante va combler la perte de Bo Bichette offensivement? Je ne sais pas encore. On va le savoir seulement au courant de la saison. Mais cette perte-là de Bichette, je pense qu'on ne mesure pas présentement tout l'impact que ce gars-là avait dans ce rôle offensif-là. Non seulement pour Vladimir Guerrero, ça enlève un frappeur dans ce rôle offensif-là. On va se le dire, on n'était pas d'accord, moi puis toi, puis on n'était pas les seuls. Il frappait derrière Vladimir au 4e rang de l'alignement offensif, mais c'était une protection pour Vladimir. Il n'y aura plus cette protection-là. Ça va être d'autres joueurs qui devront prendre la relève. D'avoir un joueur de cette trempe-là que tu enlèves de ce rôle offensif, ça va faire mal. Oui, il y a des gars comme Okamoto qui nous a montré sa puissance dès le début du camp d'entraînement, qui est capable de frapper pour la moyenne, qui va faire le travail défensivement. Mais ça reste quand même que c'est pas Bo Bichette, que c'est un joueur qui arrive du Japon. La première année, c'est jamais facile. Ernie Clement, on ne s'attend pas à ce qu'il répète ses exploits de l'an dernier. Addison Barger, va falloir qu'il prenne les rênes de cette attaque-là avec Vladimir. George Springer ne répétera pas non plus ses exploits. Il ne rajeunit pas. Donc, on a plusieurs points d'interrogation. Puis tu ajoutes à ça, si on avait Bo Bichette au sein de cet alignement-là, ça stabilise les choses. Là, on l'enlève avec les points d'interrogation qui restent. Ça ne veut pas dire que ça ne fonctionnera pas, mais il va falloir voir comment les frappeurs des Jays vont se développer au sein de ce rôle offensif-là. Puis c'est un peu dans le même esprit, puis tu as déjà un peu répondu à la question ici. Là, Nick qui nous dit, je ne suis pas certain que Clement et Springer vont connaître la même saison. Il y a beaucoup de joueurs des Blue Jays qui ont connu une grosse saison en 2025. On ne sait pas justement à quel point ils vont être capables de la répéter. Il y a des doutes pour Springer, il y a des doutes pour Clement. Moi, je pense que Barger va continuer de s'améliorer. C'est un jeune qui fait juste... écoute, il s'en va comme ça, puis là, il va frapper autant contre les gauchers que contre les droitiers en 2026. Je pense que c'est un bon pas vers l'avant. Écoute, si on joue à ton jeu, tantôt, tu disais ultimement, c'est 6 pour Bichette. Je pense que si on joue à ça, il faut ajouter Yes Savage aussi dans l'optique où il y a presque de la saison. Mais c'est ça. Il y a quand même du positif, il y a du négatif. Si on rentre dans le négatif, moi, je pense que
La défensive va être plus solide à l'arrêt-court, évidemment, avec Andrés Giménez. Mais je pense qu'il l'a dit lui-même, après quelques semaines à jouer là, à temps plein en série, il a dit « Je me sens plus fatigué ». Moi, je pense qu'Andrés Giménez va avoir une saison difficile au bâton parce qu'il va continuer de s'habituer et il va avoir cette fatigue-là. Ceci étant dit, je pense qu'il va être absolument impeccable défensivement. Donc, si on prend Andrés Giménez, qui n'est pas un grand frappeur, je lui prédis une baisse offensivement, c'est sûr qu'il y a quand même des doutes à ce niveau-là. Quelque chose qui me fait dire aussi que les Blue Jays ont une meilleure équipe, ceci dit, Sébastien, c'est que l'an passé, à pareille date, ou du moins en début de saison, Vlad, il pensait à quoi? Il pensait à son contrat. Il pensait à son agent, puis il se disait qu'est-ce que c'est. Là, il a la tête au baseball, il est à sa place. Je pense que Vlad, qui a été exceptionnel en série, va être capable de reprendre, peut-être pas au même niveau, mais à peu près là où il l'a laissé dès le début de la saison, puis de commencer cette saison-là en force, motivé peut-être par la Classique mondiale aussi et tout. Donc, je pense qu'un Vlad qui se présente à temps, contrairement à l'an passé, je pense que ça peut faire la différence dès le début de la saison aussi. Mais ça, c'est un bon point, puis j'ai hâte de voir parce que ton point est excellent. L'an dernier, on parlait de contrat, mais contrat ou pas, c'est toujours un petit peu difficile pour Vlad en début de saison. Ça y prend du temps à se mettre en marche. Là, on a la Classique mondiale qui risque d'accélérer les choses un peu. On a la série mondiale, les séries éliminatoires où il a été extraordinaire. Donc, il part de ce point-là, alors que l'an dernier, c'était tout le contraire. On partait d'une catastrophe et on commençait la saison, on partait de très loin. Donc, probablement qu'il va débuter cette saison-là plus tôt que l'an dernier. Et ça va aider les Jays parce qu'en début de saison, l'année passée, on était loin d'avoir l'équipe qu'on a eue à la fin. Puis c'est ce qui a fait qu'on a terminé à égalité avec les Yankees, qu'on a eu le bris d'égalité. Oui, on a terminé au premier rang, mais si on avait débuté cette saison-là à temps, on aurait remporté cette division-là bien avant. Sébastien, on a beaucoup de questions, ce qui est une bonne nouvelle. Les gens, je pense, sont vraiment contents qu'on soit de retour. Puis on est content de voir que tout le monde est au rendez-vous aussi. Là, je reconnais des visages familiers qui m'avaient manqué dans les 2 derniers mois, donc ça, c'est des bonnes nouvelles. Plusieurs questions qui ne concernent pas nécessairement les Blue Jays, donc on vous fait un petit rappel. Là, présentement, bloc sur le Blue Jays, donc on va prendre des questions par rapport à ça. Par la suite, on a un bloc ailleurs dans la MLB et un bloc de questions à la fin. Donc, si vous avez des questions sur d'autres clubs que les Blue Jays, là, on va finir par y arriver. En attendant, il y a Matt ici qui nous dit Kevin Gausman a une intention de prendre sa retraite après cette saison. Est-ce réel? Absolument. Il l'a confirmé dans une entrevue avec Mitch Bannon de The Athletic. Il a dit qu'il songeait peut-être à prendre sa retraite à la fin de la saison. J'ai l'impression, Sébastien, dis-moi ce que tu en penses. Là. Si on compare le baseball au hockey, là, au hockey, ils sont sur l'horaire d'école. Dans le sens où tu arrives au camp d'entraînement, c'est le début de l'école, puis éventuellement, si tu te rends jusqu'en finale de la Coupe Stanley, c'est une chose, mais tu as 2 mois durant la saison morte. C'est l'été. Fait que tu peux aller habiter peut-être un peu plus où tu veux. C'est plus facile d'avoir de la stabilité. Au baseball, non seulement ça tombe durant l'été, mais là, en plus, tu as le camp d'entraînement pendant 1 mois et demi qui est dans une autre ville. Il y a beaucoup plus de joueurs, j'ai l'impression, de baseball qui laissent leur famille derrière. Tandis qu'au hockey, c'est pas mal moins coutume. Les familles suivent relativement plus. Donc, au baseball, il y a cet aspect-là plus compliqué aussi de dire je m'ennuie de ma famille. Ça fait Kevin Gausman, ça fait quoi, 12, 13, 14 ans qu'il est dans le baseball majeur. Ça a l'air de rien, mais au début, quand il était avec les Orioles, les Reds, les Braves, c'était pas nécessairement facile. Il s'est promené beaucoup, il est allé avec les Giants. Il a accumulé des Air Miles, là, Kevin Gausman. Il a fait son argent. Il n'a pas gagné la Série mondiale, évidemment, l'an passé ou plutôt durant sa carrière, mais s'il décide que c'est la fin et qu'il veut passer du temps avec sa famille, avec ses enfants qui sont encore jeunes, ça frappe, on dirait, un peu plus l'imaginaire de se dire « Ah ouais, il veut se retirer parce qu'il est encore pas mal au sommet de son art. » Mais c'est un gars qui a 35-36 ans quand même. Oui, exactement. Puis quand vient le moment, il y a tous les points que tu as mentionnés. Il y a quand le corps ne suit plus aussi. C'est pas nécessairement facile là, de plusieurs saisons où tu joues 162 matchs. Oui, c'est un lanceur, mais il s'entraîne quand même à tous les jours, à l'exception de ses journées de repos. C'est très demandant sur le corps, sur son bras. Il y a la famille, puis il y a une autre chose, il y a le lockout qui pointe à l'horizon. Est-ce qu'il va vouloir attendre que les choses se règlent, on ne sait pas quand, on ne sait pas combien de temps ça va prendre. Puis ce ne sera pas facile. Il va falloir que les gars se tiennent en forme pendant tout ce temps-là en ne sachant pas quand ça va se régler. Pour un joueur de cet âge-là, ce n'est pas nécessairement idéal. Puis peut-être que ça pourrait faire pencher la balance. Mais ceci dit, il va se retirer sans avoir de regrets, même s'il n'a pas remporté les grands honneurs. C'est une très belle carrière que Kevin Gausman a connue dans le baseball majeur. Assurément.
Richard nous demande, Shane Bieber, est-ce qu'il va faire plus que 15 départs? Lui, il ne le pense pas parce qu'il est toujours blessé. Moi, je vais te prédire oui, parce qu'il revient d'une opération. Donc, j'ai l'impression que son bras est peut-être plus solide. Il ne commencera pas la saison à temps, donc on veut y aller peut-être plus mollo. Je vais te dire oui, mais si la réponse est non, est-ce que je vais être complètement étonné? Je pense pas. Non, je ne suis pas sûr. Moi, je trouve que ça part un petit peu mal qu'il soit pas prêt pour le début de la saison. Est-ce que ça cache quelque chose? Son contrat aussi, tu sais, il aurait pu aller chercher probablement plus ailleurs. Est-ce que ça cachait le fait qu'il avait une blessure, qu'il voulait rester avec les Jays? Je ne sais pas s'il va avoir 15 départs. Ça commence un petit peu raide de ne pas être prêt pour le premier jour de la saison. Par contre, s'il revient à 100%, puis qu'à partir de ce moment-là, tout va bien, mais il pourrait atteindre cette marque-là. Louis nous parle de Vlad, de qui on parlait tantôt. Est-ce qu'il va avoir 30 circuits? Est-ce qu'il va produire 100 points? Est-ce qu'il va avoir le MVP en 2026? 30 circuits, c'est atteignable. Oui. 100 points produits, ça peut être atteignable aussi. Le MVP, est-ce qu'il est atteignable définitivement? Jusqu'à preuve du contraire, on va prédire Aaron Judge. Là, c'est ça. Depuis 4-5 ans, c'est soit Judge ou Ohtani. Là, ils ont passé une couple d'années les deux dans la Ligue américaine, mais jusqu'à preuve du contraire, si Aaron Judge a une grosse saison, il va l'enlever à tout le monde. J'exclus pas qu'un Bobby Witt Jr. Mette la main sur MVP aussi. Évidemment, on les connaît. Là, il y en a beaucoup de bons candidats. Mais si Vlad joue à la hauteur de son talent, joue à la hauteur de son contrat, il va très certainement avoir plusieurs votes. Oui, certainement. 30 circuits, 100 points produits, aucun problème là. Mais ça va prendre une saison supérieure à Cal Raleigh. C'est ça qu'il faut se dire parce que Aaron Judge a remporté le titre de MVP contre un receveur qui a eu une saison extraordinaire. On donne si Vladimir Guerrero a la même saison que Cal Raleigh, c'est pas un receveur, c'est un joueur de premier but. Il ne sera même pas proche d'être nommé MVP. Donc, ça va prendre une saison extraordinaire si Aaron Judge, bien sûr, continue sur sa lancée. Il est capable de le faire, mais il reste toujours la notion de blessure aussi avec Judge. On ne le sait jamais. Il pourrait survenir une blessure, mais ça prendrait vraiment toute une saison de Vlad pour qu'il soit nommé MVP de la Ligue américaine parce que, comme tu l'as dit, oui, il y a Judge. Est-ce que Raleigh pourrait répéter ses exploits? Est-ce que Bobby Witt Jr. finalement va réussir à avoir ce titre-là? C'est pas une lutte à deux. Non. On s'entend. Dans les deux ligues aussi, parce que pour dépasser la licorne dans la nationale, ça va prendre. Encore pire, ça. Oui, c'est ça. Regarde la saison que Kyle Schwarber a eue. Je sais que c'est aussi un frappeur de choix, mais la barre est haute depuis quelques années là, pour le titre de MVP. Il y a du talent. Shohei Ohtani, c'est peut-être le meilleur joueur de l'histoire du baseball majeur. Puis Aaron Judge, c'est le meilleur frappeur de sa génération. On assiste à quelque chose en ce moment. Oui, que les deux soient dans leur prime en même temps, là, c'est quelque chose. Oui, c'est assez spécial. Dans une couple d'années, on va regarder ça avec du recul, puis on va se dire, ouais, on a vu ça. Oui. Puis on les a vus dans la même série mondiale où les deux n'ont pas été des facteurs. Non, c'est ça, exactement. Alors que tous les yeux étaient rivés sur eux, c'est tout le monde sauf eux qui ont performé. Baseball. C'est ça. Dernier petit point sur les Blue Jays ici. Jean-François, il dit que le gars de qui il attend une bonne baisse, c'est Lucas. Nathan Lucas, je suis d'accord, a eu un bon rôle l'an passé en série. Puis là, avec les acquisitions, puis avec la façon dont la saison morte se déroulait, avec le retour en santé de Santander, parce qu'on pensait pendant un bout qu'il serait en santé, ben on se disait, il va être condamné à être un joueur de banc. Puis là, finalement, Santander se blesse, puis tu dis, écoute, finalement, il va se partager peut-être le champ gauche avec David Schneider, on va y aller platoon, Nathan Lucas, qui est le frappeur gaucher des deux, et là, on s'en va lui mettre Jesus Sanchez, qui est un gaucher dans les pattes aussi. Donc, si Eric Lauer se dit, écoute, on m'en met des bâtons dans les roues, probablement que Nathan Lucas se dit, écoute, je pense que je suis le même personnage, mais au bâton. Quoique, oui, Lucas a connu une bonne saison l'an dernier, mais j'ai beaucoup plus confiance en Rick Lauer qu'un Nathan Lucas. Ça, je suis d'accord avec toi. on s'attend à ce qu'il ne puisse pas répéter ce qu'il a fait l'an dernier. Donc, pour moi, c'est un peu plus normal qu'on ait cherché un Sanchez qui a une vitesse de bâton extraordinaire. Si ce gars-là est capable de mettre le bâton sur la balle, on va voir beaucoup, beaucoup de puissance. Ça reste encore un problème, mais il y a quelque chose qu'on peut travailler que Lucas n'a pas. Puis c'est pour cette raison-là qu'on a fait ce mouvement de personnel.
Sébastien, ça met fin au bloc sur les Blue Jays. Allons-y maintenant avec ce qui se passe ailleurs dans le baseball majeur. Les Red Sox, là, ils vont-tu... OK. Ils peuvent-tu prendre le gars du PR, asseoir tous les dirigeants qui parlent aux 5 ans parce qu'ils sont trop cheap pour parler d'habitude, puis là, faire écouter les boys. Je sais que vous n'êtes pas habitués de parler publiquement, là, mais on peut-tu arrêter de bâcher collectivement Rafael Devers puis Alex Bregman? Oui. OK, on est en maudit de comment ça s'est passé, je comprends. On peut-tu passer à d'autres choses pour se concentrer sur notre édition 2026, qui n'est pas mauvaise? C'est une belle équipe, les Red Sox de Boston. Pas l'élite, la crème de la crème, c'est pas les Dodgers de Los Angeles, mais c'est une belle équipe. Les jeunes qui poussent, Roman Anthony, quel joueur. Ils ont des lanceurs qui s'en viennent, ça va bien, là. Arrête de planter Devers. On le sait que tu l'haïs. Puis tu sais quoi? Lui aussi, il t'haït. Tout le monde s'haït là-dedans. C'est correct. Passe à d'autres choses, là. Accepte le L, là, c'est tout. Même chose pour Alex Bregman. Passe à d'autres choses, puis concentre-toi sur Caleb Durbin. Là. Genre, arrête de parler de tes anciens joueurs. Tu sais, tu dis, ils sont pas habitués de parler, qu'ils parlent une fois aux 5 ans, mais ils parlent donc bien dernièrement. D'après moi, ils ont parlé plus dans les 2 derniers mois que dans les 5 dernières années. Je sais pas. Qui va leur mettre un micro sous le nez? Là? Ça finit plus. On entend une déclaration à chaque semaine. Je sais pas pourquoi, puis tu as entièrement raison. Tu as bâti, à partir du départ de Rafael Devers, c'est là qu'il y a eu un déclic. Les Red Sox s'en allaient nulle part. Rafael Devers est parti. On s'est mis à gagner. On s'est rendu en séries éliminatoires. Oui, on a perdu dans la série wildcard contre les Yankees, mais quand même, on n'était pas supposé être là. On a fait un très bon bout de chemin. On a acquis de l'expérience. Cet hiver, on a fait des bons mouvements de personnel. On est en train de bâtir une très belle équipe. Arrête de vivre dans le passé. Regarde en avant. Regarde ce que tu es en train de construire, puis continue à aller dans cette direction-là. Je comprends qu'on aurait aimé ça avoir un Alex Bregman, cette présence de vétéran-là. Ça aurait fait du bien dans ce jeune vestiaire-là, mais c'est pas arrivé. Puis dans le cas de Devers, il faut en revenir. Là. On a une meilleure formation que quand Devers était là. Tu as un problème de moins dans le vestiaire. Move on. On parlait un peu justement de Roman Anthony, puis on avait une question un petit peu plus tôt. Je vais profiter de l'occasion pour te la poser tout de suite. Matt qui dit, question pour Sébastien, est-ce que c'est moi ou c'est possible que Roman Anthony ait un meilleur WAR que Aaron Judge? Cette année? Ouais. Possible, oui, mais probable, non. Non, c'est ça. Il va falloir que Judge se blesse pour que ça arrive. Puis c'est pas un manque de respect envers Roman Anthony. Là. Je pense qu'un jour, ça va être possible. Puis très rapidement, il va devenir un des meilleurs du baseball majeur. Mais Judge, c'est la crème. Mais c'est ça, je ne sais pas le sens de la question, si c'est pour cette année ou si à un moment donné, Roman Anthony pourrait avoir un meilleur WAR qu'Aaron Judge. Ça, oui, c'est possible parce qu'il y a un potentiel extraordinaire, ce jeune Anthony-là. Mais l'an prochain, Aaron Judge reste le meilleur frappeur du baseball majeur. Là. Fait que, je ne vois pas s'il demeure en santé. Puis c'est un excellent joueur en défensive aussi, surtout qu'il a pu à patrouiller le champ centre. Peut se concentrer sur le champ droit, sur la position de frappeur de choix à l'occasion. Je ne vois pas comment un jeune Anthony pourrait avoir un meilleur WAR que Judge. Puis surtout, tu parles de position, puis je pense que c'est important de le mentionner aussi, quand on parle de projection en ce moment, jusqu'à preuve du contraire, à moins que ça ait changé dans la dernière seconde ou que ça change d'ici le début de la saison, les Red Sox de Boston ont encore un surplus de voltigeurs. Roman Anthony va avoir son lot de présence au bâton comme frappeur de choix. Je ne serais pas étonné qu'au jour 1 de la saison, que ce soit lui le frappeur de choix puis que ce soit Jarren Duran dans la gauche. Donc, si on évolue souvent comme frappeur de choix, ça va affecter le WAR parce qu'il va avoir moins d'opportunités défensives pour essayer de le booster un petit peu. Voilà. 2 thèmes qui sont assez récurrents présentement. Commençons avec quelque chose d'un petit peu plus fun. La classique mondiale qui s'en vient. Oui. Toujours le fun. Les Olympiques nous ont rappelé à quel point c'est toujours le fun de voir les pays s'affronter comme ça, puis à quel point ça vient chercher les gens plus intrinsèquement, là, parce que tu peux changer d'équipe de baseball ou d'équipe de hockey pour qui tu prends, mais aux Olympiques, c'est assez rare que tu changes de pays. Là. Souvent, tu prends pour celui dans lequel tu es né, puis tu as grandi, puis ça ressemble à ça. Et là, on va transposer ça avec la classique mondiale. Les Américains qui se sont dit d'ailleurs inspirés par
l'équipe de hockey qui a gagné l'or contre le Canada. Là, si je ne veux pas tourner le poil dans la plaie en ce moment, mais ça va être assez intéressant à suivre. Évidemment, il va y avoir le Canada qui va être là, qui n'aura vraiment pas une vilaine équipe, là, surtout au niveau offensif de la chose. Les joueurs de position, quand même beaucoup de joueurs du baseball majeur. Mais l'attention va être envers quelques pays, principalement le Japon, la République dominicaine et les États-Unis. Si la finale sort de ces 3 clubs-là, s'il y a un autre club qui s'incruste, c'est pas impossible, là, que le Venezuela passe ou quelque chose comme ça, mais si c'est pas deux de ces 3 clubs-là qui se ramassent en finale, on va parler de surprise. Oui, exactement. Puis tu dis 3, j'irais même avec 2 pour le moment. Puis sans manquer de respect à la République dominicaine, mais si les États-Unis et le Japon jouent à la hauteur de leur talent, c'est ces 2 clubs-là qui s'en vont en finale, puis on va avoir un match revanche de la dernière classique mondiale. Ces 2 équipes-là sont pactées. Les États-Unis sont plus forts qu'à la dernière édition. On a des joueurs qui n'étaient pas là. Il n'en manque pas beaucoup, là. Des gros éléments des États-Unis, il n'en manque pas beaucoup. Le Japon, comme à l'habitude, oui, on a des joueurs du baseball majeur, mais on a des joueurs du Japon qu'on connaît un peu moins, mais qui sont excellents, puis qui sortent des performances dans ce genre de compétition-là. On veut gagner là, au Japon. C'est notre sport. On veut gagner. On veut prouver qu'on peut battre les États-Unis. Donc ça risque de donner tout un spectacle. Oui, la République dominicaine peut se faufiler puis pour moi, causer une surprise. Eux aussi ont un excellent club. Je pense qu'il nous manque quelques éléments pour pouvoir rivaliser avec les 2 puissances. Mais sinon, ce serait très surprenant qu'il y ait un autre pays qui réussisse à se tailler une place en finale. Mais quand même, ça va donner tout un spectacle. Même du côté du Canada, on va se battre jusqu'à quand même très tard dans le tournoi là, avec les éléments qu'on a sous la main. C'est pas un club qui va finir 20e sur 20. Ça va finir assurément dans le top 10. Puis ça peut finir 7-8e le Canada. Là, 6 peut-être. Oui. On pourrait peut-être espérer 6. Ouais. Ça va être intéressant. Évidemment, Freddie Freeman qui ne sera pas là cette année. Là, sa femme qui attend un enfant prochainement veut rester proche de sa famille, soigner des petits bobos aussi. Donc, c'est légitime. Là. Freddie Freeman qui a quand même redonné beaucoup au Canada dans les dernières classiques. Donc, non, ça va être un tournoi intéressant. Puis, j'ai l'impression justement que l'édition 2023, les attentes étaient plus basses parce que ça faisait longtemps qu'on n'en avait pas eu. Puis, ça n'avait pas été aussi le fun que les années d'avant, 2017, etc. Ça n'avait pas été aussi plaisant. 2023 a monté la barre. Puis là, comme je le disais, on ressort des Olympiques. En Amérique du Nord, on a vu les 4 nations l'an passé au hockey, à quel point ça a monté ça d'un autre niveau aussi, le fait de jouer pour son pays. Donc, non, je pense que ça va donner un bon show. Paul Skeens qui va effectuer 2 départs. Tarik Skubal qui va n'en faire qu'un seul. Je ne suis pas étonné nécessairement. Parce que Tarik Skubal a quand même plus à perdre. On a beau se dire, de toute façon, il va lancer des matchs préparatoires, mais c'est pas la même intensité. Ton bras au mois de mars, il n'est pas prêt pour lancer des matchs du mois d'octobre. Donc, Tarik Skubal, qui joue pour un club qui va se battre pour la Série mondiale, qui se bat pour un contrat. Je ne suis pas étonné comparé à Paul Skeens, que lui, écoute, il s'en va jouer pour les Pirates de toute façon, ça ne change pas grand-chose. Il est aussi bien de jouer le plus longtemps possible pour une équipe gagnante. Je comprends pourquoi le lanceur de Détroit a décidé de faire juste un départ. Puis c'est bien correct. Puis tu sais quoi? Marc DeRosa, il va le prendre. Là. Tu vas me donner un départ contre probablement la Grande-Bretagne. C'est un W. Là, oui, tu veux-tu un départ de Tarik Skubal ou 2 départs de Clay Holmes? C'est à un moment donné, là. Tu vas le prendre 15 des départs de Clay Holmes. C'est pas prendre celui de Skubal pareil. C'est ça. Ce départ-là, tu peux quasiment le mettre dans la colonne des victoires. Donc, tu vas prendre sa sortie. Puis les 2 gars ne sont pas au même stade de leur carrière. Donc, c'est normal que la décision ne soit pas la même. Je pense que Skubal aurait aimé ça, lancer 2 fois dans le tournoi. Mais comme tu l'as si bien mentionné, c'est pas la même chose de lancer un mardi soir contre la République dominicaine ou un mercredi contre les Braves d'Atlanta dans la Ligue des Pamplemousses. C'est très, très différent. Le niveau de pression, on n'est pas prêt pour ça. La classique mondiale n'est pas située nécessairement à un bon moment dans la préparation d'un joueur. Il faut vivre avec. Mais dans le cas de Skubal, je pense que pour lui, c'est la bonne décision d'y aller avec un seul départ. J'ai vu une question un petit peu plus haut que je n'arrive pas à revoir pour l'instant qui me demandait les dates. C'est du 5 au 17 mars, si je ne me trompe pas. Donc, ça va aller vite. Ça va aller vite. Écoute, on est rendu le 25 février. Là, c'est dans une semaine et demie, là, la classique mondiale, moins que ça. Donc, non, ça va être bien le fun à suivre comme tournoi. Ça va pimenter un petit peu
le camp d'entraînement, qui est toujours le fun à suivre, mais d'ajouter cette saveur-là de classique mondial, de rivalité entre une vingtaine de pays. Ça va rendre ça beaucoup, beaucoup plus attrayant. Et là, on va partir en trombe. Ça va être le fun. Le baseball est sur une bonne lancée. On arrive avec le système ABS. Ça va faire jaser du baseball. Les Dodgers sont là. Et là, dans quelques mois, il va y avoir la Série mondiale. Puis qu'est-ce qui va se passer après? Un lockout. Parce qu'on ne peut pas avoir de bonheur dans la vie. Non, c'est ça. Ou le bonheur ne peut pas durer longtemps. Non, c'est ça. Il est éphémère. Oui, c'est vrai. On a plusieurs questions justement par rapport à ça. Puis je pense que celle-là résume bien. Le lockout à venir peut-il faire en sorte que la saison 2027 est compromise? Compromise, je pense que c'est le bon terme. Parce que je m'attends à ce qu'il y ait des matchs. Je m'attends à ce que ça commence en retard. Je suis un peu de l'avis de Bryce Harper là-dessus. Bryce Harper pense la même chose, puis il n'a pas eu peur de le dire. Mais est-ce que ça peut déraper? Oui, ça peut déraper. On le sait, ils disent tout le temps, ils négocient de bonne foi, fait que ça devrait pas déraper. Là. Les deux parties sont tellement de bonne foi dans ce dossier-là, dans les négociations d'année en année de conventions collectives. Mais la saison 2027 est déjà compromise pour moi. Je ne vois même pas comment on pourrait débuter cette campagne-là à temps, au moment où on se parle. Je ne vois pas un scénario, une avenue qui pourrait nous mener au 27 mars 2027 puis qu'on débuterait la saison. Je pense que ça va être quand même long. Je pense moi aussi qu'on va avoir des matchs, mais à quel moment dans la saison, je ne le sais pas. Puis on est parti pour une run de négociation. Attachez-vous, là, attachez vos tucs, attachez vos ceintures. Ça va être quelque chose. Puis là, ça part avec un chef de l'association des joueurs qui part parce qu'il a couché avec sa belle-sœur. Qui travaillait pour le syndicat. Qui travaillait pour le syndicat. Ça va bien, là. Puis, tu sais, ça faisait longtemps qu'on en parlait, comme quoi que ça s'en venait. Et ce qui a été l'élément déclencheur de faire « OK, là, c'est plus clair que jamais », c'est le fait que les Dodgers de Los Angeles se sont dit, tu sais quoi, on va donner 60 millions de dollars par année, un petit peu d'argent différé, fait que mettons 55 en valeur actuelle, juste ça, par année à Kyle Tucker. Ça a frustré à peu près tout le monde parce que si tu comptes la taxe de luxe qui est à 110% pour un club comme les Dodgers qui défonce le dernier plafond et qui est récidive depuis quelques années, en argent à Kyle Tucker et en taxes de luxe, ce que Kyle Tucker va coûter aux Dodgers en 2026, c'est à peu près 119 millions de dollars. 119. Fait que ça, il y a beaucoup d'équipes qui dépensent pas ça. Encore dans le baseball majeur, eux autres, ils le mettent sur un joueur, puis ce joueur-là, c'est pas Shohei Ohtani, c'est Kyle Tucker. Je l'aime bien, Kyle Tucker, beau joueur de balle. Mais ça fait en sorte qu'il y a des clubs qui se disent, là, c'est sûr que je peux plus suivre. Et là, plus que jamais, on va pousser pour avoir un plafond salarial. Tu sais, quand même, en fait, un autre indice qui m'a mis la puce à l'esprit, c'est quand Heinz Steinbrenner a dit attendez avant de dire qu'on fait de l'argent. Là, j'ai fait OK, là, on a un problème. Là, si les Yankees sont de ce bord-là, ça veut dire que d'après moi, il y a Papa Cohen puis les Dodgers, puis c'est du 28 contre 2. Là. Je pense qu'il y a 28 propriétaires en ce moment qui se disent OK, vous êtes peut-être les deux plus gros, l'autre bord, là, mais ça ne marche pas. Là. 28, on est plus gros, c'est notre bord qui gagne, puis on s'en va imposer le plafond aux joueurs parce que là, ça suffit. Oui, c'est pour ça que ce ne sera pas simple. Déjà, dans le cas des propriétaires, c'est pas simple. Puis, tu parles d'aller imposer un plafond. Encore là, je vais continuer à croire que ça n'arrivera pas. Les joueurs ne se feront pas imposer un plafond salarial. Il n'y en a aucunement question. Il n'y en a jamais été question. On a travaillé trop fort pour que ça n'arrive pas. Donc, où est-ce qu'on va se rejoindre dans tout ça? Je ne le sais pas. On a tellement de points à négocier aussi. T'sais, oui, là, on parle de plafond salarial. Ça implique un plancher également. On parle de partage de revenus, de droits de télévision, de droits de radio. Ça finit plus. T'sais, on a plein de choses qui s'embriquent une dans l'autre, qui font en sorte qu'on va avoir des négociations tellement compliquées qui risquent de s'éterniser, qui vont nous faire perdre des matchs dans cette saison 2027-là. Donc, on est mieux de regarder cette campagne 2026 avec attention parce que ça va prendre un bout avant qu'on voit du baseball par la suite. Je viens de passer à un élément duquel on parle très peu, puis je te le soumets. Rappelle-toi, il y a quelques années, quelque chose qui avait été au cœur du litige, qui était probablement le dernier élément, si je ne me trompe pas, qui avait fait en sorte qu'on se demandait si ça allait commencer à temps ou pas, parce qu'on avait eu chaud d'une saison de 162 matchs il y a quelques années. C'était le repêchage international.
Parce que présentement, si tu viens du Canada, des États-Unis ou de Porto Rico, tu es repêché. Sinon, tu fais partie d'un système pas du tout corrompu de joueurs d'agents libres internationaux, que tu signes des gars de 16 ans avec qui tu t'es entendu à l'âge de 10 ans et demi. Ça avait fait brasser, puis la MLB voulait un repêchage pour les joueurs internationaux. Ça n'avait pas passé. Est-ce que tu penses que si on se rend compte que le plafond salarial ne fonctionne pas, la MLB va dire OK, mais de l'autre côté, on veut le repêchage international. Et là, ça pourrait causer encore plus de troubles de dire on ne veut pas perdre sur les deux fronts. On ne veut pas avoir perdu il y a 4 ans là-dessus, plus perdre sur le plafond-là. Fait que si vous ne le voulez pas, OK, on comprend que ça va devenir impossible, mais on veut pousser pour le repêchage international. Penses-tu que ça peut redevenir un enjeu? Parce que la corruption n'a sûrement pas arrêté dans ce dossier-là. Non, c'est sûr qu'elle n'a pas arrêté. Puis on voit plusieurs dossiers de gars qui ne sont pas capables de s'entendre avec leur équipe, qu'ils s'étaient entendus finalement non. Fait qu'il se passe plein de choses. On ne comprend pas tout parce qu'on n'a pas les dessous de ces dossiers-là. Mais oui, ça pourrait être un enjeu parce que je mentionnais tantôt qu'il n'était aucunement question que les joueurs se fassent imposer un plafond salarial, mais c'est pas vrai que les propriétaires vont tout perdre dans ces négociations-là. Chacun va tirer la couverte de son bord, puis on va aller chercher, il va falloir aller chercher des compromis des deux côtés. Donc, on va faire certaines compromissions. Là, il reste à voir si ça va être lesquels, qui va réussir à remporter leurs points parce que je ne sais pas dans quelle direction ça va aller. Puis tantôt, tu mentionnais qu'on était 28 contre 2 du côté des propriétaires. Tu sais, oui, les Yankees, là, on dit c'est difficile de faire de l'argent et tout, mais à un moment donné, on va vouloir en faire de l'argent. Puis s'il n'y a pas de match, on n'en fait pas d'argent. Tu sais, les revenus là, qu'on est capable d'engranger du côté des Yankees puis du côté des gros marchés, à un moment donné, il va falloir que ça rentre dans les caisses. Et c'est ça qui fait que ça va être tellement compliqué, cette négociation-là. Ouais, ça va être bien du stock, puis en tout cas, j'ai pas très, très confiance pour l'instant. Peut-être qu'ils nous donneront des raisons d'en avoir dans les 8, 10, 12 prochains mois, mais en attendant, retiens pas trop ton souffle. Mais c'est ça qui est drôle aussi, c'est qu'on le sait que le 1er décembre, la convention collective vient à échéance. Mais avant ça, il ne se passe rien. Ça va négocier une fois de temps en temps. Il va y avoir des rapports genre en juillet. Oh, Rob Manfred a rencontré Bruce Meyer. Oui, OK. Oui, c'est ça. Il n'y a rien de sérieux qui sort de là. Puis là, du jour au lendemain, la convention collective est échue. Il faudrait bien qu'on se parle. Ben oui, c'est parce qu'il te reste 3 mois avec la saison commence. C'est sûr qu'il va y avoir un délai. Là. Tu te souviens-tu, il y a une couple d'années, quand les équipes ne pouvaient pas parler à leurs joueurs? Puis là, finalement, ils ont signé, puis finalement, les Padres ont fait « Hey, bonjour, Fernando Tatis Jr. » Puis il a dit « Bonjour, je suis blessé depuis le début de l'hiver. » C'est le fun, ça. Ben oui, c'est ça. Puis après, c'est dopé. Oui, mais imagine-toi, là, si ça se prolonge jusqu'en juillet, là, puis que les deux parties ne peuvent pas se parler, là, il va y avoir des histoires comme ça. Là. Ah oui. Ça va être incroyable. Il aurait pu faire comme Alec Manoah puis aller se faire opérer par de son bord. Alexandre nous dit ici, à mon avis, on n'aura pas de baseball avant le début de la saison 2028-2029. Ça c'est un méchant bout, 2029, là, c'est dans 3 ans. Et les proprios vont choquer, il n'y aura pas de plafond, malheureusement. Benoît qui nous dit de son côté, si je suis les proprios, je suis prêt à perdre 1 an pour avoir un plafond. D'après moi, si les propriétaires des équipes du baseball majeur parlent à leurs homologues de la LNH, ils vont leur dire c'est ça qui est arrivé en 2004-2005, puis regarde aujourd'hui la valeur de nos franchises qui fait ça. Oui, mais la valeur des franchises actuelles du baseball majeur, c'est loin de la valeur des franchises de la LNH à ce moment-là aussi. Fait que ton point est bon, le parallèle est bon, mais je pense qu'il y a beaucoup trop d'argent en jeu dans le baseball majeur pour que ça puisse se prolonger jusqu'en 2028-2029 comme le commentaire. Il y a des propriétaires qui ne peuvent pas se permettre ça. Je veux qu'on parle justement restons sur le terme des propriétaires, et parlons d'un propriétaire qui est complètement imbécile. Arte Moreno, qui, selon lui, les fans des Angels ne priorisent pas la victoire. Et il cite des données à l'interne qu'il y a avec un sondage qu'ils ont fait. D'après moi, c'est les mêmes données qui nous disaient que Tim Tebow progressait dans le système de filiale des Mets et qui l'ont incité à monter dans le 2A parce que le système de caméra n'était pas correct dans le A-Fort.
Ça, c'est quand même niché là, comme comparaison. Là. Ouais, merci. J'ai pensé vraiment de spot. Oui, c'est bon. Je te le donne. Je commence avec cette baie du baseball. Je commence à être pas ouais, c'est bon. Moi, ce qui me fascine, c'est que j'en doute pas que la victoire n'est pas la seule priorité. Puis tu sais quoi? Peut-être que c'est même pas la priorité de bien des fans qui veulent que ça coûte moins cher ou que ça. Mais de dire qu'ils ne priorisent pas la victoire et que ce n'est pas dans le top 5, à qui tu parles? Ouais. Puis lui, là, le bon vieux Arte, là, il priorise-tu la victoire? Non. Ben, je suis comme pas sûr, là. Non, ben moi, je suis sûr. OK, bon. tu sais, sors. Si Arte Moreno faisait tout en son pouvoir pour construire une équipe gagnante, la mettre sur le terrain, peut-être que tu peux y aller avec ce genre de déclaration-là. Là, non. C'est ta gueule. C'est juste, tu peux pas jeter les partisans sur l'autobus puis leur faire dire que la victoire n'est pas importante pour eux. Là. Non. Tu te rappelles-tu, il y a une couple d'années, je ne sais pas si c'était le président ou le propriétaire des Reds qui parlait des fans avant le début de l'année puis qui avait dit ben, de toute façon, on sait que tu veux qu'ils aillent. Tu sais, il y en a qui sont dans leur tour d'ivoire puis que l'ascenseur est haut pour monter jusqu'en haut. Qu'est-ce que tu fais? Mais c'est ça, mais c'est parce excuse-moi, là, mais. Je te pardonne. Non, mais pas toi, mais ces gars-là, Arte Moreno puis le propriétaire des Reds, le produit que tu mets sur le terrain, dans ton stade, tout partout, il n'est rien sans l'apport des partisans. Tu le fais pour les partisans. Fait à quel moment tu te dis que ça serait une bonne idée de les planter publiquement? Aucun sens. Non, le client est roi, sauf quand il ne l'est pas. Oui, c'est ça. Dans ce cas-ci, ça a l'air qu'il ne l'est pas, là, mais... Non, pas toujours. Tu sais, Matt a raison ici, là, quand il nous rappelle comment il a géré le dossier de Shohei Ohtani, il a fait ouais, on va le garder parce qu'il nous amène des revenus, puis finalement, il se dit ben écoute, on va le payer l'hiver prochain. Puis là, Shohei Ohtani a demandé de l'argent, puis il a fait non, c'est trop pour moi. Même s'il différait 98% de son salaire dans le futur. C'est fascinant. Rappelle-toi que Shohei Ohtani, on se disait il va partir. Et cette année-là, il y avait des rumeurs comme quoi qu'Arte Moreno allait peut-être vendre son équipe. Et là, on s'est dit, c'est quoi, le voilà notre chemin. Peut-être que Ohtani, avec un nouveau propriétaire, va acheter ce plan-là, quelqu'un de bien riche qui va dire, moi, je suis prêt à mettre de l'argent. Puis finalement, il a décidé de garder le club. Puis sans surprise, il est parti. Puis pas au fan des Angels, il est parti pour l'autre club de Los Angeles. Ça a l'air tough être un fan des Angels en ce moment. Tu n'as pas su maximiser la fenêtre de Mike Trout. Mike Trout qui est en train de vivre une des fins de carrière les plus tristes que j'ai vues depuis longtemps. Il a joué une fois en série, ce gars-là. Puis là, il est trop blessé pour faire quoi que ce soit. Puis là, après, il décide qu'il veut retourner dans le chanson de son équipe et comme, ben oui, mon homme. Le gérant par intérim, comme j'aime l'appeler, parce qu'il y a Kurt Suzuki, il a eu un contrat juste d'1 an. Il n'y a probablement pas l'assurance pour lui dire, ben non, parce que ce serait mieux que tu ailles dans la droite pour te protéger de toi-même. Ben ouais, galope, mon homme. Je veux pas être DH non plus. Va te blesser au bout de 30 matchs. Ça va être ça, Mike Trout, là, malheureusement. Puis je blâme pas le gars. Le gars, c'est un gagnant, il essaye de gagner, il essaye de se défoncer parce qu'il sait qu'il n'y a personne qui va le faire pour lui avec les Angels. Fait qu'il essaye de tout prendre sur lui-même, mais il n'a plus le corps pour le faire. Mais non. Il va se blesser. Ça va être, oui, avec le résultat qu'on connaît. Puis, non seulement tu n'as pas maximisé la fenêtre de Mike Trout, mais Mike Trout évoluait en même temps que Shohei Ohtani. Tu sais, à ce moment-là. Albert Pujols, là, je sais que Pujols n'avançait plus, là. Mais maintenant, je te dis, on a un club avec Pujols, Ohtani puis Trout, là. Tu me dis, mon Dieu, ce club-là empile les séries mondiales comme les Dodgers. Non! Mais non, même pas proche. Même pas proche. Puis tantôt, tu parlais d'Ohtani, là. Si c'est pas important, la victoire pour les partisans de ton équipe, échange-les, ça change rien. Profite-en, échange-les. Voyons, ils s'en foutent, tes partisans. C'est ce que tu dis toi-même, là, que tes fans se foutent de la victoire. Bon, ben, échange-le. Let's go. Ben non, on l'a gardé et on l'a perdu pour absolument rien. Mais non, arrête, là, il y a un choix compensatoire d'un lanceur qui a déjà lancé dans le baseball majeur et qui va peut-être effectuer 8 autres départs si ça va bien. Oui, ça, c'était-tu l'année qu'il avait pris 20 lanceurs au repêchage? Ça, c'était drôle. Hein? Ça n'a toujours pas porté de fruits, ça. Hein? Non, écoute, j'ai vu un texte récemment sur ça et je pense qu'il y en a déjà 10 qui sont plus dans le baseball. Mais tu sais, comme c'est le cas à chaque année, c'est juste qu'on met plus d'emphase là-dessus parce qu'ils ont pris 20 lanceurs en 20 rondes. C'est exceptionnel. Ah, que je suis surpris. Ils ne savent pas développer des lanceurs, fait qu'ils se sont dit, ben, on va amener plus de lanceurs. Oui. On va fermer les yeux, on va piger dans un sac, puis on va pogner le lanceur qui sort. Moi, je répète, là, il y a une couple d'années, l'affaire que ce club-là, qu'il fallait qu'il fasse, c'était de signer Injun Ryu.
Parce que Injun Ryu, la raison pourquoi il a choisi Toronto, c'est parce que Toronto il a donné 1 an de plus. Je me souviens plus si c'était 4 ou 5 ans. C'était 4 ans. Ils ont donné 4 ans alors que tout le monde voulait lui en donner 3. Donne-y 4 ans. Il aurait choisi les Angels avant les Blue Jays. Les deux clubs étaient au même niveau, puis il restait dans ce coin-là, puis il restait proche de son coin de pays. Puis, à un moment donné, fais l'effort d'aller chercher des lanceurs. Va pas juste, arrête d'aller chercher toujours des frappeurs qui donnent rien. Puis là, qu'est-ce qu'ils font? Ben là, tu as encore Anthony Rendon qui est blessé, puis qui mène à rien. Puis tu vas chercher des Alek Manoah, puis c'est le festival du lanceur brisé que tu t'en vas chercher en disant on va prendre 8 projets, puis il y en a 4 qui vont fonctionner. C'est pas de même que ça marche. Fait que, bref, c'est un club qui me frustre un peu, les Anges. Oui, mais Manoa va tout régler, là. Oui, la pression, c'est bon pour ces Tigers. Oui, c'est ça. L'étincelle est là. Ben oui, évidemment. Ça va repartir. Évidemment. Benoît qui nous dit, que pensez-vous de la rumeur de Trout avec les Dodgers? Je n'ai pas vu cette rumeur-là. Je ne sais pas si ça vient d'où. J'ai vu beaucoup de rumeurs impliquant les Dodgers, mais je n'ai pas vu Mike Trout. Trout, les rumeurs qu'il y a quand il y en a, c'est avec les Phillies, mais tu sais, même rendu là, t'es les Phillies, t'es n'importe quelle équipe du baseball. Pourquoi tu irais chercher Mike Trout à ce point-ci? Même si les Angels mangent du cash, il reste pas mal de cash. Il reste au-dessus de 200 millions, là, Mike Trout, si je ne me trompe pas. Là. Il n'y a personne qui va aller chercher Mike Trout à ce point-ci. Sa fenêtre, s'il voulait partir, c'était il y a quelques années. Là, il est juste trop tard pour tout le monde. Ouais, je pense que oui aussi. Si jamais il y a une petite chance qu'il quitte, ça va être Philly. C'est Philadelphie ou rien. Là. Ouais. Puis, tu sais, oui, on se demande pourquoi les Phillies iraient le chercher. On a encore des problèmes au champ extérieur, cela dit. Si les Angels, il fallait qu'ils mangent beaucoup, beaucoup, beaucoup d'argent, tu amènes quand même un Mike Trout là, dans une équipe qui est de loin supérieure à celle des Angels, qui est de loin mieux gérée. Oui, il est en fin de carrière. Oui, il tient sur une jambe. Mais quand même, tu amènes un Mike Trout dans ce vestiaire-là. Peut-être. Ça va être Philadelphie ou rien. Matt m'a fait rire ici. Est-ce que Jazz Chisholm va tout régler avec les Angels? Oui, mais... On a vu Jazz qui a dit que je préférerais signer avec les Angels qu'avec les Dodgers. Hey, Jazz, d'ailleurs, là, en voulant qui se fait pas là. Il est divertissant, Jazz. Tu veux-tu nous résumer tout ce qu'il a dit l'autre fois? Tu t'en souviens-tu? Je ne sais pas, je veux le résumer. Là. Ça me tente pas. Écoute, il a dit qu'il voulait un contrat de 35 millions de dollars par année entre 8 et 10 ans. Ça, c'est 350 millions de dollars. Ouais. Judge a signé pour 360, je te le rappelle. Je sais que les prix ont monté, mais ont-ils monté à ce point-là? La réponse est non. 50-50. Ouais. Il a dit qu'il voulait le club des 50-50. MVP. Il a dit qu'il voulait le MVP. Il a dit que s'il ne gagnait pas la Série mondiale, ça ne changeait rien, ce qui était probablement la seule affaire intelligente qu'il a dit dans tout ça. Il a dit qu'il aimait mieux signer avec les Angels qu'avec les Dodgers. Écoute, je lisais ce texte-là, puis je me disais, ben, on dirait un best-of de tout ce qu'il a dit en carrière. Non, c'est juste une entrevue. C'est ça. Puis tu sais, tu es encore sous contrat avec les Yankees. Tu peux encore négocier avec les Yankees. Tu t'en vas dire que tu veux plus signer avec les Angels que les Dodgers. Tu peux-tu te concentrer? Après ça, il va se demander pourquoi que les Yankees ils font pas d'offre avant qu'ils deviennent libres comme l'air. Je ne sais pas, Jazz, pourquoi qu'on t'en fait pas. Donne-toi une chance. Puis le pire dans tout ça, c'est que le joueur, là, c'est un joueur exceptionnel. J'aime beaucoup le joueur. Un joueur avec de la vitesse, un joueur avec de la puissance, capable de se rendre sur les sentiers, capable de tout faire. Ce n'est pas nécessairement le meilleur défensivement, mais il est quand même solide. Donne-toi une chance. Fais juste jouer à la balle. C'est ça que tu fais de mieux dans la vie. Tu es excellent pour le faire. Fais-le. Mais fais rien d'autre que ça. Aide-toi et le ciel t'aide. Oui, voilà. D'ailleurs, c'est pas le seul qui parle contre les Dodgers. Hein? Tu sais, t'as Murakami qui a dit qu'il voulait signer avec n'importe qui d'autre. Finalement, il s'est ramassé avec vraiment n'importe qui d'autre, avec les White Sox. Il y a Pete Crow Armstrong qui a grandi dans ce coin-là puis qui a fait « Hey, tu sais quoi, allez donc tout chier, vous êtes tous des pas bons puis vous vous souciez tous pas de la game. » Pas les joueurs, par contre. Hein, il a précisé sa pensée. Là, lui a décidé de cracher ses partisans direct. Moi, je pense qu'ils ne remarquent pas grand-chose, mais ils vont le remarquer, mais qu'ils embarquent sur le terrain dans les Cubs Dodgers parce que je pense qu'il s'enligne pour se faire un peu huer dans son coin de pays. Je pense que ça ne dérange pas, par contre. Il a toujours été un petit peu douche. Ouais. C'est correct, là. Hey Sébastien, on a plusieurs questions qui sont en attente, donc je suggère d'aller à la période de questions.
Matt, ici, nous demande notre satisfaction et notre déception, en fait, de gestes d'équipe pendant l'hiver. Pour lui, sa satisfaction, c'est Justin Verlander avec les Tigers et sa déception, c'est les Yankees qui n'ont rien fait. J'avoue que c'est deux très, très bons choix. Satisfaction de ton côté, est-ce que tu y vas aussi avec le beau Justin qui est de retour là où tout a commencé? Ah ben, c'est sûr que c'est une belle histoire. Pour moi, c'est pas nécessairement la plus belle histoire dans le sens que Justin Verlander est en fin de carrière, mais il va apporter beaucoup à cette rotation partante-là. Dans le vestiaire, il va apporter beaucoup. Puis les Tigers, de la façon qu'on est en train de bâtir, on risque de terminer au premier rang de notre division. Dans la dernière année de contrat de Tyrese Skubal, qui va être la dernière année à Détroit. On veut se donner la chance de pouvoir garder Skubal à la fin de l'année, pas être obligé de l'échanger. Quoi qu'on aurait, on aurait la lune et les étoiles, là, mais si on peut le garder, faire un bon bout de chemin avec cette équipe-là qui est capable de grandes choses. On n'est pas encore rendu au point d'être aspiré à la Série mondiale, mais on est capable de grandes choses. Donc, oui, c'est une belle histoire. Je ne sais pas c'est quoi la plus grande satisfaction dans cette... Moi, tu sais quoi, je vais t'acheter du temps, là, je vais te le dire, moi, c'est quoi ma satisfaction? C'est de voir que peu importe les raisons, là, on le sait qu'il y a des clubs qui ont peur des griefs, mais il y a des clubs qui n'essayaient pas, qui ont essayé. Les Pirates de Pittsburgh ont essayé. Ils ont fait une offre qui n'existait pas à Kyle Schwarber parce que 120, ça n'allait jamais le faire, OK? Mais ils étaient dans le derby. Ils se sont informés de Framber Valdez. Ils ont signé Ryan O'Hearn. Ils ont été chercher des gars. Les White Sox, on peut dire la même chose. Écoute, mention honorable aux A's qui continuent d'aller donner des contrats à long terme à leurs jeunes pour ne pas les perdre comme ils ont perdu les Matt Chapman puis les Marcus Semien et tout ce groupe-là. Donc, moi, je trouve ça cool d'avoir vu des clubs de plus petits marchés qu'on n'était pas habitué de voir quand même s'essayer à un certain niveau. Oui, c'est un très bon point. Puis oui, je vais y aller à l'inverse. On parle des Yankees qui n'ont rien fait de bon. Je ne suis pas entièrement d'accord dans le sens que on a quand même ramené Cody Bellinger qui était la clé à New York. Je pense que ça l'a changé complètement ce club-là à la suite du départ de Juan Soto. Donc, pour moi, ce n'est pas nécessairement une déception. Oui, on a le même club que l'an dernier, mais il y a Garrett Cole qui va s'ajouter. Les Blue Jays, on ne sait pas s'ils sont meilleurs, s'ils sont moins bons. Fait que, on est encore dans le mix. Moi, c'est les contrats qui se sont donnés durant cette saison morte-là. Pour moi, ça ne fait aucun sens. On a surpayé des gars. Puis sans rien enlever au Cal Tucker, au Beau Bichette, ces gars-là ne méritaient pas le salaire qu'ils ont reçu. Tu ne peux pas donner ce genre de contrat-là à des joueurs qui ne sont pas les meilleurs dans la ligue. Il y a un Aaron Judge qui a signé un contrat de 40 millions par année, qui se fait outbider par des gars qui sont comparés à lui, qui sont ordinaires. Ce n'est pas des gars ordinaires, c'est pas ça que je veux dire, mais c'est pas des gars de la trempe d'Aaron Judge. Ils s'en vont signer des pactes énormes. Ça débalance les choses. Pour moi, c'est une déception dans cette saison morte. Je comprends un peu où tu t'en vas, puis je ne suis pas 100% contre. Ceci étant dit, les gars ont quand même signé à court terme, puis quand tu signes à court terme, c'est sûr que tu vas chercher plus d'argent par année parce que tu laisses la possibilité d'aller signer à long terme ailleurs. C'est un peu la mentalité du basket, peut-être, qui s'ennuie un peu plus dans le baseball majeur, mais c'est sûr que cette déception-là peut mener au fait que, moi, ma déception, je vais la reformuler autrement. On en a parlé un peu, mais le contrat de Kyle Tucker pousse encore plus vers un conflit de travail. Donc, moi, ma déception, c'est ça, c'est que tout ça a engendré le fait qu'on s'enligne de moins en moins pour avoir du baseball en 2027. Donc, moi, ma déception est à ce niveau-là. As-tu une suite? Ah non, c'est beau. OK. T'as l'air d'un gars qui voulait parler. Je pensais que ça avait gelé. Non, moi aussi, j'ai pensé la même chose. Donc, oui, voilà. C'est ça, on est rouillé. Hein. Ça va repartir, inquiétez-vous. On l'a dit. Les joies du live. On coupe rien. Louis, ici, qui nous demande Edwin Diaz va-t-il être capable de gérer la pression à Los Angeles? Bonne question. Parce qu'il l'a fait à New York, je vais te dire oui. Mais Los Angeles, en ce moment, c'est une autre bébite, donc il faut le vivre pour le savoir. Donc, la question est intéressante à ce niveau-là. Mais si j'aime prononcer, je pense que oui. Oui, moi aussi, je pense que oui. Le marché de New York, c'est pas la binerie d'à côté. Là. On n'est pas à Milwaukee, on est à New York. Il a connu sa part d'ennui à certains moments avec les Mets.
Mais dans un marché où, oui, il y a beaucoup de pression, on doit gagner à Los Angeles, on a quand même les éléments en place pour entourer un Edwin Diaz. Pas nécessairement dans l'enclos de relève, mais ce club-là peut marquer des points à n'importe quel moment d'un match. On a beaucoup de profondeur à tous les niveaux. Donc, oui, il va avoir la pression de terminer les rencontres, mais il n'est pas seul dans cette équation. Sébastien, c'est le retour du jeu de maths. Voilà. Cette fois, il nous demande qui aura la meilleure saison. Évidemment, on rappelle le concept qu'il faut prendre un joueur, le mettre sur le terrain. Et là, alerte au divulgateur, le terrain, ce sera le monticule. Il faut mettre un joueur dans l'abri, appelons-le l'enclos, disons, pour les besoins de la cause. Et il faut couper quelqu'un. As-tu une prédiction pour ce qui est du thème du jour? Hey, bonne question. Non, je n'ai pas d'idée. Pas original. On parle de 3 joueurs qui sont dans la même division et qui sont 3 jeunes joueurs. Trey Yesavage, Cam Schlittler, dont le L prend toujours de plus en plus d'importance, ou Connor Hurley du côté des Red Sox de Boston. Puis tu me jettes sur l'autobus en partant, là? Je te jette définitivement sur l'autobus. C'est les joueurs de contrôler. C'est moi qui décide des questions. Fait que c'est moi qui décide de te l'envoyer. Tu as beaucoup trop de contrôle dans la vie, là, mais ça c'est un autre dossier. Bon. Ouais, mais c'est toi qui amène le filler sur les Blue Jays et ailleurs dans le baseball majeur. Fait que ça, c'est cool. Ouais, je peux aussi terminer le stream, mais je ne le ferai pas. Non, plus sérieusement, je vais y aller dans cet ordre-là. 1, 2, 3, là, qui est à l'écran. Trey Savage. C'est le plus gros potentiel. C'était le vol du repêchage à ce moment-là. À moins d'une catastrophe, je pense que c'est lui qui va avoir la meilleure saison. Cam Schlittler nous a montré de très, très belles choses chez les Yankees. A eu beaucoup de pression avec les blessures qu'on avait dans la rotation partante. A fait le travail jusqu'en séries éliminatoires. Donc, je pense qu'il va continuer dans cette veine-là. Hurley, ça reste à démontrer. Lui aussi a un excellent potentiel, mais ça reste à démontrer. Donc, je ne suis pas sûr qu'il est rendu à ce point-là. Je pense qu'à un moment, il va s'y rendre, mais peut-être pas il va être là cette année, là, mais je ne pense pas qu'il soit capable d'arriver au niveau des 2 autres. Hurley n'est pas mal entouré, mais c'est peut-être celui des 3 qui est le moins bien entouré. Peut-être celui qui va avoir le plus de pression de « on a vraiment besoin de toi ». Dans les faits, c'est une bonne question parce que tu me dirais que Yesavage va avoir la pire saison des 3, puis je te dirais, tu sais quoi, ça se peut. Je ne te dis pas que c'est probable, mais ça se peut dans le sens où les 3 peuvent avoir quand même des vraiment bonnes saisons. Je pense aussi que ça se joue entre Yesavage et Schlittler. Je pense que je vais le garder dans cet ordre-là, mais Schlittler est vraiment impressionnant. Je ne serais pas du tout étonné que ce soit Schlittler qui ait la meilleure saison des 3, mais écoute, rendons à César la salade qui lui appartient, comme on dit. Yesavage a retiré 12 fois des joueurs des Dodgers en série mondiale sur des prises. Jusqu'à preuve du contraire, on va le mettre favori. Puis on ajustera peut-être dans 2 mois, mais pour l'instant, je pense que par respect, on va mettre Yesavage comme premier. Excellente question en passant. Absolument. Je suis content de revoir le jeu. Jean-Daniel qui nous dit avec le début des camps d'entraînement, quel joueur du 3A est à surveiller et qui reste de se tailler un poste avec un club? Moi, j'ai un nom qui me vient en tête, puis je vais répondre là, pour ne pas te pitcher sous l'autobus, visiblement. Connor Griffin à Pittsburgh, surveillez ce gars-là. Jeune arrêt court, il a 19 ans. Il va commencer la saison à Pittsburgh si Pittsburgh fait ce qu'il a à faire, c'est-à-dire pas l'envoyer dans le 3A pour nettoyer sa défensive, puis au bout de 3 erreurs en 12 matchs, se dire « Ah, il est prêt finalement parce que tu gagnes une année de contrôle. » c'est ça, par nettoyer sa défensive, c'est une année de contrôle, c'est ça? Oui, c'est ça. Mais ceci étant dit, avec les nouveaux règlements de si ton gars est recrue de l'année et qu'il a passé l'année au complet d'un majeur, tu as le droit à un choix au repêchage de plus, des trucs comme ça, ça peut aider. Puis les Pirates ont l'air relativement plus sérieux pour essayer de gagner. Fait que je ne serais pas étonné qu'ils commencent la saison, mais peu importe. Si on ne le voit pas le 26 ou le 27 mars, on va le voir le 26 ou le 27 avril. Il va passer la majorité de la saison à Pittsburgh. C'est un frappeur d'une énorme qualité. Il a frappé 2 circuits récemment contre les Red Sox en plus. C'est un jeune qu'il faut définitivement garder à l'œil. Pas une prédiction audacieuse dans le sens où Sébastien, c'est le meilleur espoir du baseball majeur, mais on l'attend pour une raison. Il est excitant, il est jeune, il va bien depuis le court échantillon du début du camp d'entraînement. Donc, moi, je vais te nommer Connor Griffin. Je m'en allais exactement au même endroit parce qu'on ne peut pas passer à côté. Puis tu parlais de recrue de l'année.
ça risque d'être ça. Je ne vois pas beaucoup d'autres options à ce niveau-là. Ça risque d'être ça à la fin de la saison. Si je veux sortir un petit peu de ce sentier-là qui est battu parce que tu l'as battu. Mais non, non mais tu avais entièrement raison. C'est là qu'il fallait aller. Je vais aller du côté des Yankees. Moi, j'ai hâte de voir ce qui va arriver avec Spencer Jones, qui est un espoir de premier plan. Mais est-ce qu'il va avoir sa place chez les Yankees? On a Jason Dominguez qui est là. Ça se peut que Dominguez débute la saison dans le 3A parce qu'on veut qu'il joue. On a un champ extérieur qui est déjà rempli. J'ai hâte de voir ce qui va arriver avec Spencer Jones parce que énormément de potentiel pour être un Aaron Judge côté gauche du marbre, mais jusqu'à maintenant, n'a pas eu beaucoup de chance de se faire valoir. Puis est-ce que ce sera cette année? J'ai encore des doutes. Fait que ça va être intéressant à suivre. Puis tu sais quoi, Jean-Daniel, on va t'en donner pour ton argent. Je vais t'en nommer un autre. Je reste en Pennsylvanie chez les Phillies de Philadelphie, Justin Crawford, un jeune voltigeur de centre qui pousse, un beau talent, moins explosif au bâton que peuvent l'être les autres, mais un voltigeur de centre de chez voltigeur de centre. Le gars, il est rapide, il est dynamique, il est capable de faire les bons jeux. Tu sais, j'ai l'impression que dans le meilleur des mondes, il peut devenir une espèce de PCA. Là. Un gars qui est capable de frapper un peu au-dessus de sa tête une fois de temps en temps, mais qui est tellement solide défensivement que ça fait remonter sa valeur globale. Donc, écoute, je vais nommer Crawford à Philadelphie. Ça fait longtemps qu'on lui réchauffe ce siège-là, puis à moins d'un cas catastrophique, il va commencer la saison dans le baseball majeur. Puis est-ce qu'on en a besoin du côté de Philadelphie d'un joueur de champ centre? Ah mon Dieu, puis d'un jeune comme ça, oui. qui va mener. On a besoin de Justin Crawford. On l'attend là. Ouais. Il va falloir qu'il y ait un mauvais camp pour qu'il commence pas d'être majeur. En parlant de Philadelphie, Louis qui nous demande ici, est-ce que Bryce Harper va être échangé par les Phillies? Je ne pense pas. Ceci étant dit, évidemment, il n'y a pas eu une grosse saison 2025. Son président, il a dit « T'es un pas bon ». J'exagère. Là. Il pas loin. Il s'est demandé publiquement s'il faisait encore partie de l'élite, ce qui est un peu insultant pour un joueur comme Bryce Harper. La question se pose, mais le point de Bryce Harper a toujours été, tu as le droit de la poser la question. Peux-tu pas la poser devant les Kodak? Là? Tu peux-tu me la poser à moi ou devant mon agent? Ferme le bureau, là, barre la clé, ferme les stores devant tes fenêtres, raccroche le téléphone, puis dis-moi-le face à face, puis je suis capable de le prendre. Mais va pas dire ça au Kodak. Là. Mais qu'est-ce qu'ils ont, tous les dirigeants de la MLB? Qu'est-ce qui se passe pour avoir tout ce genre de déclaration-là qui sortent de nulle part, que personne n'a demandé, puis on s'en donne à cœur joie sur le dos des partisans, sur le dos de nos propres joueurs. C'est incroyable. Puis, oui, peut-être Bryce Harper n'est plus dans l'élite de la Ligue, mais ça reste un excellent frappeur que tu ne veux pas affronter au mois d'octobre quand le match est sur la ligne. Ça reste un gars que, si tu ne le veux pas à Philadelphie, échangez-le. Mais je ne pense pas que ça va arriver. On va le garder parce qu'on le sait de ce à quoi il peut nous donner. Tu veux avoir ce gars-là de ton côté. Tu ne veux pas l'affronter. Moi, je pense que Dave Dombrowski a essayé de faire un Maurice Richard, d'essayer de le craquer en disant « T'es un pas bon », puis là, Maurice Richard est fâché, puis il en va marquer 4 buts durant la game. Je pense que Dave Dombrowski pense qu'il est encore à l'époque des dinosaures. Parce que tu peux pas, ça marche plus, là, motiver des gars comme ça aujourd'hui. Pas que peut-être Harper, oui, sauf que les dommages sont trop grands à l'extérieur. Dans les années 40-50, tu dis ça, puis tout le monde est comme OK. Aujourd'hui, ça fait les manchettes, puis ça se promène sur les réseaux sociaux. Puis tu peux pas faire ça aujourd'hui. C'est juste mal calculé. Là. Si tu voulais le craquer, il fallait que tu le fasses en privé. Oui, comment tu répares ça après? Ta relation, là, ça reste que c'est ton joueur. Là. Tu veux qu'il performe. Oui, toi, tu penses qu'il va performer en le challengeant de la sorte, mais la relation est brisée. Là. Oui. Rappelle-toi, je pense que c'était l'an passé, mais c'est peut-être il y a 2 ans, tu me le diras, mais Brian Cashman qui est allé dire de toute façon, c'est Giancarlo Stanton. Il va se blesser. Qu'est-ce que tu fais? Non, c'est ça. Puis tu sais, la relation entre un joueur et l'organisation se brise lors de sessions d'arbitrage dans le privé. Ouais. Imagine-toi ce qui arrive quand cette relation-là se brise dans le public. Tu ne peux pas réparer. Non. Louis, qui nous demande ici, est-ce que les Yankees vont gagner la Série mondiale cette année? Je pose la question à celui qui possède une casquette des Bombardiers. C'est très, très difficile à ce stade-ci de la saison de se prononcer. On va être encore dans la course du côté des Yankees. T'sais,
On a sensiblement la même formation que l'an dernier qui a rapporté 94 matchs sans Garrett Cole en ayant Devin Williams qui a saboté à peu près 72 matchs. Fait que, tu sais, tantôt, tu parlais d'addition par soustraction, c'en est une. Je pense qu'on est un petit peu plus solide aussi défensivement par la présence de Ryan McMahon au troisième coussin qu'on n'a pas eu pour la moitié de l'année. Donc, on va être encore dans la course, mais ce ne sera pas facile. Là. Les Blue Jays sont encore là. Les Mariners sont encore là. On a les Orioles qui se sont améliorés. On a les Red Sox qui se sont améliorés. Les Tigers vont être là. Donc, il va falloir se battre comme on le fait en 2024 pour se rendre jusqu'en Série mondiale. C'est possible, mais c'est loin d'être fait. Matt qui nous dit ici, est-ce que vous êtes d'accord avec Michael King avec le manque de respect des anciens joueurs des Yankees qui vont jouer avec les Mets avec des sacs des Yankees? Il y a des images qui ont circulé de certains joueurs, entre autres Luke Weaver, si je ne me trompe pas. La première fois qu'il s'est pointé au camp d'entraînement des Mets, il est arrivé avec son sac des Yankees parce que c'est le sac qu'il avait l'an passé. À mes yeux, c'est une tempête dans un verre d'eau, dans le sens où dans quoi tu veux qu'il l'amène. Je veux dire, il ne pouvait pas tout mettre dans un sac d'épicerie non plus. J'ai vu un ancien joueur, je ne me rappelle pas qui a dit « Hey, vous dire à quel point les joueurs dans le vestiaire s'en foutent. » Je vais exagérer pour prouver mon point, mais je veux dire, aujourd'hui, je suis allé à l'épicerie, puis j'avais des sacs de Provigo, puis de IGA, puis de Super C, puis je suis pas allé dans cette... À un moment donné... Je te parle plus à partir d'aujourd'hui, là, mais sinon... Non, c'est ça. non, ça n'a aucun sens. Si vous voulez qu'il arrive avec un sac des Mets, envoyez-y en un par la poste, là, puis il va arriver avec son sac des Mets. Le gars, il a un sac de balles, il arrive avec son sac de balles, puis là, ils vont lui en donner un nouveau. Puis il va repartir avec son sac des Mets. Ouais. Puis félicitations à, mettons, Wilson Contreras qui dit « Moi, je me suis arrangé pour en avoir un des Red Sox avant d'arriver parce qu'il n'était pas question que j'arrive avec une autre équipe. » Excellent, mais je ne blâme pas ceux qui ne le font pas. Pour moi, c'est une tempête dans un verre. Michael King est excellent comme descripteur, là, mais des fois... Oui, c'est ça. Le baseball et ses mentalités. Quelle équipe est la favorite pour gagner la centrale de la nationale? Je n'ai pas le choix de te dire les Cubs, présentement. Oui. Mais sous-estimons pas les Brewers. C'est exactement ce que j'allais dire. Il faut jamais sous-estimer les Brewers qu'on mettait 4e, 5e l'an dernier, qui ont remporté de loin cette section-là, qui se sont rendus en série de championnat de la Ligue nationale. Donc oui, au moment où on se parle, les Cubs sont probablement favoris, mais les Brewers de Pat Murphy, ils vont trouver un moyen au moins de se battre jusqu'à la fin. Benoît qui nous dit la défensive d'Abichette fait déjà jaser à New York. Ouais. On en a parlé puis on en a traité dans un texte. Pour moi, il est trop tôt pour s'inquiéter avec ça, dans le sens où, on le sait qu'il n'est pas outillé pour le troisième coussin. Ça, c'est pas une surprise pour personne. De deux, le camp d'entraînement, il est là pour faire des erreurs aussi puis pour justement apprendre sa nouvelle position. On chialera, mais qu'il fasse ces erreurs-là au mois d'avril, au mois de juin. Mais pour l'instant, je ne suis pas surpris. Là. Mais est-ce qu'on va chialer sur Bobichette? Il n'y a rien à se reprocher, ce gars-là. Là. Il n'y a pas d'affaire là. Non, mais tu sais, on ne s'inquiétera pas de quelque chose qu'on sait qui va arriver. Là. Moi, je ne suis pas inquiet du tout. Ça ne marchera pas, Bobichette, au troisième but. Ça ne fait pas de sens. Tu arrives avec un avant-champ que ton joueur de premier but, qui va recevoir justement les tirs de Bobichette en provenance du troisième but, il n'a jamais joué là de sa vie. Puis l'autre, qui est au troisième, lui non plus. Ça va bien aller. Ton milieu d'avant-champ, il est solide comme tout. Tes coins chauds, il va se passer à rien, mais à rien à ces positions-là. C'est incroyable de penser que ça va fonctionner. Là. Moi, ce que j'aime dans tout ça, c'est que Bobichette, qu'est-ce qu'on s'est dit? La mobilité est là, mais c'est ses tirs avec lesquels il y a de la misère. Ouais. Fait que ce qu'on s'est dit, c'est qu'on va le sortir du milieu de l'avant-champ, une position deuxième arrêt-court, réputée pour la mobilité. On va le stationner au troisième coussin où les joueurs s'en vont quand ils sont en perte de mobilité et on va l'envoyer avec un plus gros tir qui est son problème. On l'a vu, écoute, en série mondiale, là, il jouait sur une patte au deuxième but. Il a pas mal fait. Puis il était blessé. Ouais. Fait que, ce gars-là appartient au deuxième but, c'est écrit dans le ciel depuis tout le monde, mais tu as été chercher Marcus Semien qui avance plus. Mais non. Mais après ça, attends, là, les Mets ont été chercher Freddie Peralta, fait que, série mondiale. C'est quoi cette affaire-là de les Mets sont bons? Les Mets ne sont pas une bonne équipe. Ils ont peut-être une équipe de série par la peau des fesses. C'est pas une puissance. Mais non, pas du tout, du tout. Puis tu es allé chercher Semien avant Bobichette, là.
Ouais. Tu le savais que Seguin était au deuxième but. Là. Ouais. Tu le savais qu'il n'y avait pas de place pour Bo Bichette. Ouais. Mais dans un move de panique, parce que tu n'as pas été capable d'aller chercher un gros joueur, tu t'es retourné vers le suivant, tu as dit ça va être lui, on va lui donner ce qu'il veut, puis on va le mettre quelque part dans l'avant-champ. Moi, j'en ai une Ça, solution tu penses pour que tu toi. vas avoir du succès. Oui, vas-y. Moi, là, sais-tu qu'est-ce que les Mets auraient dû faire? Là, tu te dis, écoute, tant qu'à avoir Marcus Semien, parce qu'on a besoin de son leadership, là, stationne-le au premier but, il te fera pas mal. Mets Bo Bichette au deuxième coussin. Puis tant qu'à avoir un joueur qui ne sait pas jouer au troisième but, donne-le à Brett Baty, qui lui a déjà de l'expérience là. Dis, on va vivre avec tes erreurs. Tu as eu un bon coup de bâton l'an passé, on va faire ça. Puis à la place de donner 20 millions à Polanco, ben, tu signes un autre lanceur. C'est ça qu'il aurait dû faire, les Mets. Ben oui. Voilà. Tu donnes un contrat de fou à un gars qui n'a jamais joué au premier but. Puis pendant ce temps-là, ta rotation de partante est percée de partout. Clay Holmes. Hey, je reviens avec ça, Clay Holmes va lancer encore. Là. Il va être encore là dans la rotation partante. Là. Ouais. Puis, mais écoute, c'est pas grave, là, ils ont Louis Robert. Hein? Louis Robert, il va lancer, lui. Monsieur homme d'affaires. Oui. Je comprends pas ceux qui pensent que les Mets sont une bonne équipe. Puis, c'est pas comme s'ils partaient de super haut et tu dis, ils sont un peu moins bons. Non, c'est un club qui a manqué les séries éliminatoires l'an passé. Pas de séries éliminatoires, zéro minatoire. Zéro minatoire. Non, le nombre est à zéro. Les rouges de Cincinnati sont passés devant eux. Oui. Puis là, tu te dis, écoute, on va aller à la guerre avec des tirs-poids. Puis ils n'ont pas fait des vilaines acquisitions. C'est juste que c'est pas un club. Bo Bichette est un bon joueur, on le sait tous. Mais au troisième but, il va t'en coûter des erreurs. Freddy Peralta, il est bon. Il va être tout seul dans cette rotation-là. Et tu as décidé de remplacer Edwin Diaz par Devin Williams, un joueur qui a prouvé qu'il pouvait lancer à New York versus un joueur qui a prouvé qu'il ne pouvait pas lancer à New York. Qu'est-ce que tu fais? Ils font rien. Puis ton avant-champ est poreux. Qui joue dans la droite? Pure Juan Soto. mais c'est ça, tu sais, on avait Brendan Nemo, on avait Jeff McNeil, ni l'un ni l'autre seront de l'alignement l'an prochain. Non. Je ne sais pas c'est quoi la direction de ce club-là. Je ne sais pas comment David Stearns pense, je ne sais pas comment Steve Cohen pense, mais ça s'en va dans le mur. Je ne comprends pas comment on peut penser qu'on va avoir du succès. Ce n'est pas un mauvais club, là. C'est pas ça qu'on dit. Il y a des clubs bien pires que les Mets. Ouais. Mais avec la masse salariale que cette équipe-là a, on est loin d'avoir un club compétitif. Là. Non. Puis comme je le dis, c'est ça, c'est que c'est pas un club, c'est une collection de joueurs qui s'embriquent mal. On pense que les Yankees sont mal construits par bout. Regarde les Mets. Eux sont mal construits pour vrai. Là. Puis je te dis pas ça parce que je trouve que les Yankees sont bien construits. Non, puis c'est même pas proche. Là. Puis si tu parles que c'est pas un club, on peut-tu parler du vestiaire en plus de ça? Ouais. Ça marche jamais dans le vestiaire des Mets. Il y a toujours des histoires. Est-ce que c'est la faute à Lindor? Est-ce que c'était la faute à Alonso? On ne le sait pas, mais ça marche jamais. En plus d'avoir des joueurs qui ne sont pas à leur position, qui ne sont pas excellents défensivement, ça ne fonctionne pas dans le vestiaire. Comment tu peux penser aller loin? C'est exceptionnel. On dirait que j'ai le goût de continuer à chialer sur les Mets, mais je n'ai pas d'autre angle. Mais il nous reste plusieurs mois, là. Ah, ça, c'est un bon point. Tu me rassures. Tu me rassures. Oui. On se redonne rendez-vous la semaine prochaine pour chialer sur les métropolitains. Il va sûrement se passer quelque chose d'ici là. Tu peux enlever le sûrement. Il y a Richard qui nous dit que Verlander, avec la femme qu'il a, doit être mal commode pour ne pas vouloir prendre sa retraite. Moi, je pense que c'est pour l'amour du baseball, Richard. Mais ça m'a fait. Matt qui nous dit ici, est-ce que les bâtons sont rendus mous? Avez-vous vu le bâton du joueur des Red Sox qui a cassé en deux sur un faux élan? C'était Wheeler Abreu, si je ne me trompe pas. Il a fait un check swing, puis le bâton, il a fait OK, bye-bye. Il est parti à son compte, puis il s'est cassé en deux. Puis il avait l'air surpris, puis je le blâme pas. Là. Je veux dire, tu ne t'élances pas, puis le bâton lâche en deux. Là. On dirait qu'il y avait de la... Tu sais, si tu prends un bâton dans ton vieux cabanon qui date de 72, que la termite l'a tout mangé, tu dis c'est une chose. Là, d'après moi, il était pas mal neuf, son bâton. Là, il se retrouve avec un petit bout de bâton dans les mains, puis il fait voyons, OK, c'est ça. Et puis ça a cassé proche des mains, là. Tu sais, ça a pas. Il restait juste le bout de la longueur de ses deux mains, là. Fait que oui, ça doit en surprendre un, mais je pense que c'est un cas isolé, là. Il restera à voir au courant de la saison si ça se reproduit, mais c'était assez spécial à voir.
Richard qui nous dit ici, Chris Sale qui signe une autre saison, Antopoulos sait qu'il est en santé. Il n'y a pas le choix de le signer une autre saison. Les Braves sont tout en train de perdre leur lanceur. Les Braves, leur étoile est en train de parler un petit peu. Mais si on se concentre sur Chris Sale, contre qui il avait été échangé déjà? Un joueur qui n'est plus là. Va la main armée. Hein? C'est toi, dans la section relancer sa carrière, là, Chris Sale. Oui, on ne parlait plus de temps de la renommée dans son cas. Là, c'est revenu dans la discussion. Un trophée Cy Young. Il est extraordinaire depuis qu'il est arrivé à Atlanta. Puis oui, il doit être en santé. Contrat d'1 an, une année d'option. Donc, il pourrait poursuivre aussi par la suite. C'est des retraits au bâton. C'est ça la force de Chris Sale. Très difficile à frapper. Donc, ça va ajouter à cette rotation qui en a grandement, mais grandement besoin parce qu'on n'a pas fait d'acquisition de ce côté-là. Je pense qu'on aurait dû le faire. On ne l'a pas fait. Mais s'il fallait qu'on perde un Chris Sale, là, ça serait catastrophique du côté d'Atlanta. Mais là, au moins, on le sécurise pour encore 2 ans. Hey, tu parles de temps de la renommée dans son cas. Pour moi, s'il rentre au temps, c'est parce qu'il va encore avoir un bon, au moins 2 saisons. Oui. Puis s'il y a ces saisons-là, c'est fort probablement avec les Braves. Assumons que c'est ça. À quelle calotte il rentre, ce gars-là? Ça, c'est une très bonne question. Pour vrai, tu peux faire un argument pour les White Sox, pour les Red Sox, puis pour les Braves. Oui. Mais tu sais, s'il termine de cette façon-là avec les Braves, comme tu le dis, là, puis qu'il rentre au temps de la renommée, je serais quand même surpris qu'il mette la casquette des Braves, mais ça va lui trotter dans la tête. Parce que ces dernières années, ça va être... C'est son Cy Young. C'est son Cy Young. Il va y réfléchir. Oui. Parce qu'on dirait que le choix logique, c'est Boston. Ouais. Mais il y a eu des mauvaises années à Boston. C'est top comme question. Ouais. Lui, ça, c'est le genre de gars que s'il disait je ne mets pas de logo, je ferais comme hey, pour vrai, je comprends. Parce que ça, c'est vraiment, ça, c'est mélangeant. Là. Pour moi, ce n'est pas comme le cas de Verlander. Pour moi, Verlander, ça a toujours été clair que c'était Détroit. Puis en plus, il retourne finir sa carrière là. Mais Chris Sale, ça, c'en est une popée, je pense. Oui, puis il n'y a pas de mauvaise réponse. Non, c'est ça. Puis la réponse lui revient, là, fait que, ouais, exactement. Sébastien, ça fait le tour de ce qu'on avait. Podcast un petit peu plus long que ce qu'on a l'habitude de faire, mais hey, c'est le premier. C'est le premier, ben oui. C'est ça. Ben oui, normal. La semaine prochaine, on dira que c'est l'excuse que c'est le deuxième, puis on fera 2 heures. C'est ça. On va se trouver une excuse à chaque semaine. Là. C'est ça. Fait que, écoute, merci à tous les auditeurs qui ont été là encore une fois cette semaine. Un plaisir de vous retrouver et on va se retrouver tous les mercredis soirs à 20h sur les réseaux sociaux de Passion MLB, Facebook, YouTube et Twitter. Et sinon, Sébastien, ceux qui veulent nous écouter dans un format de podcast plus traditionnel, c'est aussi possible de le faire. Oui, exactement, sur toutes les bonnes plateformes, sur notre site web, passionmlb.com. On a continué à faire des articles tout au long de l'hiver, mais là, continuez à nous suivre parce que là, la saison va débuter sous peu. Fait qu'on va continuer à être directement sur l'actualité du baseball majeur. Sébastien, merci à toi aussi d'avoir été là encore une fois cette semaine. Je souhaite à tout le monde une excellente semaine de baseball et on se dit à la semaine prochaine.